Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ces colloques des 2 jours sous la fabrique de la participation culturelle, plateforme numérique et enjeux démocratique. Je prendrai ces quelques minutes pour expliquer les raisons pour lesquelles le laboratoire d'ICEN qui a organisé ces colloques, a choisi cette thématique. Alors, les thèmes de la participation aujourd'hui est prioritaire dans tous les secteurs de la société, y compris les secteurs culturels. En effet, la participation s'impose comme un impératif, mais souvent, elle n'est pas vraiment mise en discussion et mise en question. Alors, en particulier, dans les cadres de cet impératif participatif, il faut noter que les deux termes numérique et démocratique que nous trouvons dans les titres de ces colloques sont considérés comme des presque synonymes des participatifs. Et alors, ces colloques veulent mettre en question ces équivalences, l'équivalence entre participation et numérique et entre participation et démocratie. Alors, partant de la première, participation et numérique, même si pour des décennies, des siècles, la participation a été alimentée par des dispositifs dans l'espace public, dans l'espace physique, aujourd'hui, le numérique apparaît comme un ingrédient incontournable de la participation. Alors, sûrement, les travaux sur ces sujets sont très nombreux. Voilà. Pardon, je voyais moi-même, ça m'est choqué. Et c'est mieux comme ça. Mais il faut noter que ces travaux peuvent être distingués dans 2 groupes, à mon avis, 2 groupes que je définirais comme presque opposés. Alors, d'une part, nous avons les travaux qui s'intéressent à la culture participative, des Jenkins jusqu'à aujourd'hui, qui voient les plateformes participatives comme un territoire exclusif des amateurs. Alors, nous avons plusieurs travaux de ce type-là aujourd'hui et demain. Alors, ça peut être des plateformes commerciales ou des plateformes associatives, mais dans tous les cas, si l'on prend ces points de vue, on porte l'attention sur les dynamiques des contributeurs, sur les dynamiques des sociabilités ou d'exploitation des contributeurs, sur les dynamiques des recommandations et d'autres. Mais en général, l'institution n'est pas prise en compte dans ce type de travaux, ou rarement prise en compte. L'autre groupe des travaux porte au contraire l'attention sur les projets qui sont portés par les institutions, notamment pour des objectifs de recherche et de production de la connaissance. Nous pouvons en particulier mentionner les travaux remarquables récemment commencés par le ministère de la Culture en collaboration avec les musées d'histoire naturelle sur les recherches culturelles et les sciences participatives à travers les réseaux participants. Alors, par rapport à ces dichotomies, les colloques se posent l'objectif d'aller au-delà, démontrer la variété des configurations possibles, les chevauchements entre phénomènes et catégories théoriques apparemment distantes, comme celle des cultures participatives et des sciences participatives, entre spontanéité de l'amateur et protocole du chercheur, entre expressivité et standardisation, et plusieurs d'autres. Là, nous écouterons des expériences venant des contextes différents et des disciplines différentes que nous espérons pourront vous ouvrir de nouveaux regards sur la participation culturelle d'un point de vue plus académique ou professionnel. En passant à la deuxième opposition, celle entre participation et démocratie, ces colloques se posent alors un deuxième objectif, c'est lui d'approfondir les modèles politiques sous-entendus à la mise en place d'un dispositif participatif numérique. Les communications que nous écouterons nous permettront d'adopter un regard critique par rapport à cette fausse équivalence entre démocratie et participation. Nous chercherons alors à aller regarder les relations entre les participants et les dispositifs et entre les participants et l'institution, ouvrant évidemment à des questionnements aussi éthiques, juridiques et des gestions plus pratiques des gestions de la participation. Alors, pour rappel, les communications que vous allez écouter dans ces 2 jours ont été sélectionnées à travers un appel à communication, un appel lancé il y a un an, parce que les colloques étaient prévus en juillet, début, et nous avons reçu une quarantaine de communications et nous avons retenu, les conseils scientifiques nous a retenu à peu près la moitié. Et nous avons en plus des intervenants extérieurs qui nous aideront à avoir des regards différents de ceux portés par les communicants. Alors, avant de donner la parole aux participants, alors quelques détails techniques.
Nous avons reçu beaucoup d'inscriptions. Normalement, nous avons plus de 150 participants inscrits. C'est pour telle raison que nous sommes dû passer un modèle webinaire moins sympa, voilà, pour construire un dialogue, mais plus sûr pour garantir une bonne réussite d'un point de vue technique. Alors, d'un point de vue pratique, quand vous avez eu accès à la conférence, votre audio et votre vidéo étant, mais vous pouvez écrire vos questions dans les chats. Et au moment de la discussion, voilà, pour rappel, dans chaque session, nous avons 5 sessions. Il y a un président qui gérera les questions et pourra ou agréger des questions ensemble ou vous donner la parole. Vous pouvez écrire en tout moment, de toute façon, dans le chat, sans attendre le temps de la discussion, mais au fur et à mesure qu'il y a les interventions. Alors, rappel pour les intervenants, vous avez 15 minutes maximum. C'est un temps court, mais c'est très difficile pour les publics de suivre 2 jours en visio. Alors, on cherche à les rendre les plus plaisants possibles. Alors, ils sont des sessions séparées aussi pour des questions techniques. Après chaque pause, il faudra se connecter sur un nouveau lien de connexion qui vous permettra de suivre la session suivante. Alors, dernier point, les remerciements, je préfère faire les remerciements là maintenant au début plutôt qu'à la fin, quand on est fatigué. Alors, je voudrais remercier d'abord l'ANR, pour rappel, ces colloques organisés dans les cadres de l'ANR Collabora, portés par Thyssen, mais aussi d'autres institutions qui ont financé des travaux précédents qui ont porté à l'ANR, les LABEX, les passés dans les présents, la Commu Université Paris-Lumière et l'école universitaire Artec. Je voudrais remercier tous les collègues de Thyssen, notamment les collègues du département Infocom Nanterre qui m'ont aidé beaucoup. Les étudiants d'L3 communication audiovisuelle qui ont déjà contacté certains des intervenants, je crois, parce qu'ils assureront un montage vidéo pour avoir un produit audiovisuel à la fin du colloque qui soit voilà, consultable en deuxième temps. Les étudiants du DU Artec qui nous aideront en fin de journée à échanger et à faire un bilan sur les échanges d'aujourd'hui. Et aussi les personnes qui m'ont aidé plus sur la logistique. Voilà, Lucas, avec lesquels plusieurs d'entre vous ont échangé, et Emma Filipponi, qui était derrière l'adresse ANR Collabora, et plusieurs d'autres choses. Voilà. Je termine là, je ne prends pas d'autre temps et je laisse la place à la première session, à Cécile, voilà, pour l'ouverture de cette session. Donc, mon suivi de ces discussions des 2 jours. Merci Martha, bonjour à tous. Donc, nous allons commencer la première session donc, qui porte sur la mémoire collective et les patrimoines partagés. Donc, Martha, tu as donné les règles de participation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Donc, notre premier intervenant va être Sébastien Appiotti, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication et membre du laboratoire CEMTI à Paris 8. Donc, il va nous parler de la construction de la participation dans l'espace muséal dans son intervention intitulée « Vers une injonction à la participation, étude de cas autour du rôle de la photographie pour la RMN Grand Palais ». Voilà, donc Sébastien, je laisse la parole. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce que vous m'entendez ou pas du tout? Ok, très bien. Je vais partager mon écran. C'est pareil, comme je suis le premier bêta-testeur, on va dire. Je vous le demanderai du coup. 2 petits instants. Alors, j'ai un message qui m'indique que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Effectivement, le bêta-test. Alors, du coup, bon, je vais te nommer animateur et puis on va fonctionner comme ça. Je verrai pour les autres séances. Normalement, tu devrais pouvoir le partager. Très bien.
Bien. Est-ce que c'est... Excusez, je reviens tout au début. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous sur le partage d'écran? C'est bon. Très bien. Bah, écoutez, je commence alors. Alors, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer formellement ma communication, je tenais à remercier chaleureusement Martha Severo et l'équipe de l'ANR Collabora pour le travail d'organisation et d'ajustement de ce colloque dans le contexte particulièrement difficile que l'on connaît. Ma contribution se propose de vous exposer la manière dont se matérialisent des incitations à la participation photographique et au partage des publics sur les plateformes socio-numériques lors d'une visite d'exposition. Pour cela, je suis parti d'un constat effectué par Joël Lemarec en 2018 à propos d'une reconfiguration du paradigme de la participation, plus fortement ancrée à des stratégies communicationnelles et marketing qu'à une dimension strictement politique et citoyenne. À partir de la photographie et des pratiques photographiques des publics dans l'exposition, j'ai choisi 3 entrées concrètes pour mieux vous contextualiser et mettre en tension également mon propos. La première, en vous précisant qu'en l'espace de quelques années, les appareils photo compacts numériques puis les smartphones ont considérablement modifié le rapport à l'exposition par l'activité photographique. Si bien que 2 visions, si on grossit un peu le trait, semblent s'affronter autour des pratiques photographiques du public. La première présente la photographie comme un droit légitime, un vecteur d'appropriation des œuvres et une pratique populaire au sens positif du terme. L'autre, dans une filiation qui emprunte notamment à l'imaginaire du choc esthétique à la Malraux, dépeint la photographie comme une entrave à la relation directe avec l'objet culturel et la dévalorise essentiellement comme une pratique narcissique et récréative, et donc populaire au sens négatif du terme. Seconde entrée, en posant comme hypothèse que les institutions culturelles semblent comme prises en tenaille entre la nécessité de prendre en compte ces pratiques, voire la volonté de les stimuler par des injonctions diverses, qu'elles soient à la créativité, à la participation ou au partage photographique qui nous intéressera aujourd'hui. Deuxième prise en tenaille par des volontés également de ces mêmes institutions de discipliner le corps du visiteur comme son comportement en imposant par différents moyens des limites, comme le règlement intérieur, des limites fortes à la pratique. Troisième entrée, en vous présentant très rapidement le lieu de ma recherche doctorale, à savoir la Réunion des musées nationaux, Grand Palais, qui est un établissement public qui a été créé en 2011 et qui est issu de la fusion de 2 établissements plus anciens, la RMN et le Grand Palais. Le Grand Palais, comme vous le voyez sur cette image, est situé à côté du pont Alexandre III, dans le 8e arrondissement de Paris, entre les Invalides et les Champs-Élysées. Et au sein de ce grand bâtiment, existe un lieu qui va m'intéresser aujourd'hui, à savoir les Galeries nationales du Grand Palais, qui ont été créées en 1962, dans un contexte d'interrogation sur l'identité et les missions de ce lieu, Grand Palais, conçu pour l'exposition universelle de 1900. Ces galeries sont essentiellement destinées à accueillir de grandes expositions temporaires en partenariat avec des institutions et collections françaises comme étrangères. Alors, ma contribution va venir précisément interroger ce changement de positionnement institutionnel et de perception de la RMN Grand Palais par rapport à des pratiques photographiques des publics et plus largement par rapport à leur participation. À cet effet, en 2013, le règlement intérieur des Galeries nationales du Grand Palais a été modifié et autorise la prise de vue dans les expositions temporaires. Par ailleurs, en 2018 a été présenté à la presse et au public un projet Nouveau Grand Palais, dont vous voyez une image de synthèse sur la diapositive, projet de restauration et de réaménagement du lieu, censé partiellement réouvrir pour les JO d'été 2024. Alors, dans la diapositive qui vient d'apparaître à l'écran, je vous ai synthétisé très rapidement mes approches méthodologiques théoriques et donné des indications sur les terrains d'enquête, à savoir que cette partie est beaucoup plus amplement développée dans les actes du colloque. Pendant cette recherche, j'ai notamment mobilisé plusieurs approches qui empruntent à la fois à l'anthropologie de la communication avec des immersions long cours dans les expositions auprès des publics, à la muséologie et également à la sémiotique par 2 canaux, la sémiopragmatique des écrits d'écran et la sociosémiotique, en croisant des analyses de dispositifs numériques aux discours sociaux à la fois des publics et des agents de 3 services de la RMN, à savoir la communication, le numérique et la médiation.
Enfin, je précise, du coup, pour que vous compreniez mieux ma démarche, que les terrains d'enquête que je vais citer aujourd'hui ont été réalisés entre 2016 et 2018. Et aujourd'hui, j'en citerai plus particulièrement 4, à savoir les expositions Seydou Keita, Mexique, Monumenta 2016, de l'artiste chinois Wang Wangping et Rodin. Alors, je vais désormais mobiliser au sein de ces terrains et extraire, du coup, à partir d'eux, des éléments scénographiques et signalétiques qui viennent stimuler la prise de vue, puis leur éventuel partage sur une plateforme socio-numérique telle que Facebook ou Instagram. Premièrement, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'utilisation de discours injonctifs par la signalétique et les hashtags pour inciter à la connexion comme au partage photographique. Par exemple, donc pour cette exposition Rodin, l'exposition du centenaire qui a eu lieu en 2017, le hashtag Expo Rodin est accompagné des logos de 3 plateformes, invitant in fine à la mise en circulation de contenu sur ces dernières. Tandis que l'injonction au partage est explicitement formulée pour le module photosculpté de l'application mobile Rodin. Module additionnel dans cette application qui permet de retoucher ces photographies en appliquant des matériaux utilisés par l'artiste dans ses créations comme le plâtre, le bronze ou le cuivre. Dans d'autres lieux, l'invitation à la prise de vue puis au partage par la signalétique se fait encore plus explicite, comme à la Smithsonian Renwick Gallery à Washington, que vous pouvez voir à l'écran, ou au Design Museo d'Helsinki, où il est indiqué en bas de ce petit panneau noir que j'ai photographié, partagez vos photos et vos vidéos est plus que permis. Deuxièmement, cette stimulation est complétée par l'installation permanente au Grand Palais d'écrans plats, de diffusion d'informations pratiques, de contenu promotionnel, mais également de visualisation en temps réel de la participation textuelle et visuelle des internautes autour d'un hashtag prédéfini. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, un écran plat peut être paramétré pour diffuser uniquement des photographies du hashtag, ici Monumenta 2016, qui peuvent être récupérées soit sur Twitter, soit sur Instagram. Ce dispositif qui est appelé mur social en français ou social wall n'est absolument pas spécifique au monde de l'exposition. Il appartient à ces types de dispositifs numériques triviaux que l'on retrouve à la fois dans les stades comme le Vélodrome à Marseille ou certaines conférences comme celle de Google ou TEDx. 2 bénéfices intimement liés semblent d'ailleurs attendus d'un tel dispositif du point de vue du marketing numérique. Bénéfices que l'on retrouve par ailleurs explicités par le sous-directeur du numérique de la RMN lors d'une conférence donnée en 2016 au salon Museum Connection à Paris et, pour l'anecdote, modérée par une employée d'Instagram. Il s'agirait, je cite, de créer un sens de la communauté, de favoriser, entre guillemets, l'engagement du public et de générer plus de conversations et d'interactions, par exemple en montrant des traces concrètes de la participation aux autres participants et usagers. Dès 2013, l'exposition Dynamo au Grand Palais préfigure une réflexion de cette sous-direction du numérique autour de l'expérience esthétique des objets et du rôle que pourraient jouer les pratiques photographiques comme la participation dans la reconfiguration de cette expérience. Le design d'interface de l'application mobile Dynamo, que vous voyez à l'écran et qui a été co-conçu avec Orange, matérialise l'expérience collective de visite telle qu'elle est imaginée par ses concepteurs. Celle-ci passe notamment par une préfiguration des pratiques de visite autour de 4 éléments que l'on peut repérer à la fois dans les discours contenus dans le dossier de presse de l'application, comme dans l'énonciation éditoriale même de cette application. Premièrement, l'importance de la mémoire. Deuxièmement, l'importance de la prise de vue. Troisièmement, l'importance également du point de vue des publics autour des œuvres. Et quatrièmement, l'importance de la participation qui, ici, Martha Severo a rappelé tout à l'heure les glissements sémantiques autour de la participation. Ici, on voit notamment que la participation est synonyme de partage. Cette application mobile est d'ailleurs reliée en fin de parcours à un mur de contribution non donné par l'entreprise conceptrice de ces dispositifs et qui permet de visualiser et de data visualiser à la fois le nombre et le type de contribution proposée par les publics. Troisièmement, certaines expositions temporaires des Galeries nationales du Grand Palais proposent des unités scénographiques dites immersives
et qui invite le visiteur à inscrire son corps dans une ambiance sur le thème de l'exposition pour se prendre en photo, puis à partager ses créations sur les plateformes socio-numériques. Pendant le temps de cette recherche, la RMN Grand Palais a mis cette stratégie scénophotographique à plusieurs reprises, comme par exemple un mur à selfie pour l'exposition Hergé, ou ce que vous voyez à l'écran, à savoir l'exposition du photographe malien Sadou Keita, avec un sas immersif à l'entrée et à la sortie de l'exposition, donc tout à droite, et composé de tissus en wax où l'on peut se prendre en photo. Cette immersion n'est pas propre au Grand Palais. Elle circule de façon triviale et se recompose entre les industries culturelles, du divertissement, de l'événementiel et, a fortiori ici, les lieux culturels. Elle circule même entre la sous-direction du numérique, donc de la RMN, et le groupe Facebook, qui ont noué depuis 2015 une relation partenariale privilégiée sous forme d'expérimentation et de première mondiale, de conférences en commun et par une visibilité importante des plateformes du groupe Facebook dans les expositions du Grand Palais. Sur cette diapositive, vous pouvez voir la présence du hashtag de l'exposition, donc Expo Sadou Keita, et à sa gauche, un logo appareil photographique. Et la grammaire de reconnaissance mobilisée par certains visiteurs a souvent fait référence aux plateformes visuelles et a fortiori au logo Instagram. Deuxième exemple, l'exposition Mexique, qui comporte un dispositif que vous voyez encore une fois à l'écran, appelé par la RMN Grand Palais Tiny Room. Cet espace est dédié à la participation et au partage photographique et comporte de fortes ressemblances dans sa grammaire de production avec une maison de poupée située dans l'espace Instagram des locaux de Facebook jusqu'en 2019. Vous trouverez ici quelques critères de comparaison dans le tableau reproduit dans les slides et que je n'ai pas le temps d'expliciter pour tenir les 15 minutes. En conclusion, l'injonction donc à la participation que j'ai essayé ici d'expliciter et de décrire à travers sa matérialisation dans des dispositifs et de la scénographie agit comme une prescription sociale. Alors ici, c'est à la participation, mais plus largement à l'échelle de l'établissement et à partir d'autres études de cas que j'ai pu mobiliser dans ma recherche doctorale, une injonction à l'innovation, à l'équipement numérique et au modernisme. Cette injonction à la participation joue un rôle moteur dans le repositionnement institutionnel de la RMN Grand Palais, repositionnement d'ailleurs qui a été plusieurs fois explicité comme étant une nécessité de changement sous peine de se voir disqualifié. Le tout, d'ailleurs, dans un contexte de forte concurrence entre institutions culturelles et patrimoniales, avec des expositions dites blockbuster, par exemple de la Fondation Louis Vuitton ou exposition numérique de l'Atelier des Lumières, donc par l'entreprise Culture Espace. C'est un contexte également pour l'institution de forte interrogation sur ses missions, son identité et la relation qu'elle souhaite entretenir à ses publics dans, encore une fois, je voulais expliciter, une institution qui n'a pas de collection, qui est basée uniquement sur des expositions temporaires. Deuxièmement, l'analyse de la scénographie et des dispositifs matérialise donc cette injonction à la participation à plusieurs endroits. Une injonction que j'ai qualifiée de globale à la participation culturelle par la photographie et qui se caractérise notamment par une homogénéisation de la grammaire de production au sein du Grand Palais, mais d'ailleurs à plus large échelle quand on la compare entre institutions. Enfin, à plus large échelle et en rapport avec ce colloque, l'étude des injonctions à la participation, tant au niveau de ces discours normatifs que de la conception, de la matérialisation dans des dispositifs concrets, me semble être une approche critique féconde pour étudier la fabrique comme la reconfiguration contemporaine de la participation. J'en ai terminé et je vous remercie de votre attention et me réjouis d'entendre les autres communications et d'échanger avec les participants de ce colloque. Merci Sébastien, merci pour le respect du temps, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant les interventions sur le fil de discussion. J'en vois quelques-unes qui commencent à arriver. Voilà, il faut vraiment utiliser pendant les interventions. Et donc moi je centraliserai les questions et je les partagerai à la suite des quatre interventions. Donc, nous allons accueillir un deuxième
intervenant, qui est Antonin Segaud, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Nanterre, membre du laboratoire d'ICEN-IDF. Il va nous parler de l'animation des communautés par des processus participatifs et notamment dans son intervention intitulée « Les concours photographiques Wiki Loves Monuments, participation culturelle et animation de communautés ». Voilà, donc Antonin, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Cécile. Lucas, est-ce que tu pourras juste m'autoriser le partage d'écran, s'il te plaît? Merci. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien ce qui est en train de se passer. Effectivement, je souhaitais parler un peu de l'animation des communautés à travers l'étude d'un cas particulier, qui est celui de Wikimedia Commons. Donc, je suppose que tout le monde connaît relativement Wikimedia. Wikimedia, c'est une quinzaine de projets participatifs qui sont chapeautés par une fondation, la fondation Wikimedia. Vous connaissez Wikipédia, l'encyclopédie libre, évidemment, mais il y a d'autres projets qui partagent en fait un peu le même ADN, à savoir miser sur la participation des internautes pour construire des lieux de partage du savoir. Donc, parmi ces projets, il y a le dictionnaire Wiktionnaire, il y a l'entrepôt de connaissances Wikidata, et il y a ce qui va nous intéresser aujourd'hui, Wikimedia Commons. Wikimedia Commons, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une médiathèque libre. Donc, même principe que Wikipédia, tout le monde peut participer, tout le monde est encouragé à participer d'ailleurs, mais par la publication de contenus multimédia, des photos, des dessins, des scans d'ouvrages ou d'autres documents, à la condition qu'ils soient dans le domaine public ou que les auteurs les aient rendus libres, au sens des licences libres. On a un petit peu de son et de vidéo également, mais ça reste quand même une médiathèque qui est très centrée sur l'image fixe. On peut compter aujourd'hui à peu près 8 millions de contributeurs, contributrices, qui ont partagé, annoté, mis à jour plus de 50 millions de fichiers. Même à 65 millions, presque je vois sur mes slides. C'est pas mal. Donc, sur cette médiathèque, cette grande communauté, elle est sollicitée notamment à travers des concours. Alors dans le cas qui va nous intéresser, il s'agit d'un concours photo. C'est finalement la plupart du temps des concours photo. Le plus emblématique d'entre eux, et qui est un des premiers, c'est Wiki Loves Monuments, qui est du coup un concours photo dans lequel on demande aux participants de photographier des monuments historiques classés et de mettre en ligne ces images sur Wikimedia Commons. Le concours a été créé aux Pays-Bas, en premier lieu, puis ensuite il a essaimé dans d'autres pays. Alors en France, dès la deuxième année, on a eu le concours, et en France, c'est la base des monuments historiques Mérimée qui sert de guide, c'est-à-dire que les monuments à photographier sont ceux qui sont classés au sens de la base des monuments historiques français. Et c'est des bases différentes selon les pays. Tous les pays n'ont pas exactement les mêmes politiques de classement, mais on arrive généralement à trouver à chaque fois une liste un petit peu des monuments qui devraient être ainsi documentés sur Wikimedia Commons. Donc, comme je le disais, la première année, en 2010, on a seulement un pays participant, c'est les Pays-Bas. C'est une initiative locale de Wikimedia Pays-Bas, puisque chaque pays a son chapitre de l'association. Et on a une augmentation très rapide du nombre de pays participants en quelques années, qui s'accompagne du coup d'une augmentation du nombre de contributeurs-contributrices et du nombre de contributions. Mais ce qu'on peut observer ensuite, c'est une stagnation. Donc, le nombre de pays continue d'augmenter légèrement, puis de se stabiliser, et les contributions et les personnes qui contribuent vont progressivement stagner, puis baisser légèrement. Et c'est ce point qui va nous intéresser. Donc, pour cette contribution, je me suis intéressé à la dynamique de ces projets, et j'ai utilisé les API de Wikimedia pour collecter des données. Je me suis focalisé sur l'édition francophone du concours, parce que
il fallait bien se limiter un petit peu. Et j'ai regardé un petit peu cette évolution des participants et leur réduction progressive. Ce que j'ai constaté, c'est que chaque année, le concours amenait un certain nombre de personnes à rejoindre Wikimedia. On peut estimer que c'était probablement un des objectifs secondaires, même si le vrai objectif, c'était de valoriser les monuments historiques. Chaque année, il y a, pour le concours francophone, quelques centaines de personnes, ce sont les chiffres là sur la diagonale, quelques centaines de personnes qui rejoignent Wikimedia, présumément pour le concours. Présumément, tout simplement parce qu'on ne peut pas savoir par les chiffres s'ils ont bien rejoint pour ça. Je me suis intéressé aux utilisateurs qui ont rejoint Wikimedia le même mois que leur première participation au concours. Donc, on peut estimer que c'était, pour la plupart d'entre eux, des personnes qui ont rejoint pour le concours. Et donc, on constate que là aussi, on a une réduction forte, année après année, du nombre de personnes qui rejoignent Wikimedia pour le concours. On constate également que les gens qui rejoignent pour une édition du concours vont rarement participer à des éditions ultérieures. C'est une grande minorité. En regardant un peu toujours les mêmes statistiques, on constate que parmi les personnes qui rejoignent pour un concours donné, par exemple les personnes qui rejoignent pour le concours de 2012, la plupart d'entre elles vont avoir seulement un petit nombre de contributions, entre 0 et 5 contributions. En gros, elles vont probablement contribuer seulement dans le cadre du concours, et peu vont entamer une carrière de contribution plus durable. Mais toujours une petite minorité. On a quelques pourcents qui vont faire plus de 50 contributions, quelques-uns qui vont faire quelques centaines de contributions, donc des personnes qui, au-delà de la participation au concours, vont effectivement, après être rentrées par le concours, devenir des participants actifs au projet Wikimedia Commons. Bien sûr, même si cette proportion reste relativement statique, enfin même un petit peu décroissante, vu que le nombre de personnes qui rejoignent est en forte décroissance, on imagine bien que le nombre de personnes qui vont devenir des membres actifs de la communauté Wikimedia Commons est en décroissance. Une des explications à cette décroissance, c'est la saturation du domaine du concours. Tout simplement parce que les monuments classés, il n'y en a pas un nombre énorme. En France, à peu près 45 000. Et début 2020, donc quand j'ai collecté ces données, il y avait 42 000 de ces monuments qui sont illustrés sur Wikimedia Commons, avec au moins une photo. Alors bien sûr, ce n'est pas encore la totalité, mais il y en a toujours quelques-uns qui sont inaccessibles, qui ne sont pas photographiables. Donc globalement, le sujet est relativement couvert. On a une distribution en longue traîne, c'est-à-dire qu'on a quelques monuments qui sont extrêmement photographiés, avec plusieurs centaines de photos, et puis ensuite, progressivement, ça descend. On a la moitié des monuments qui ont au moins 5 images. Cette saturation, on la trouve aussi si on regarde lesquelles de ces images sont réutilisées dans les autres projets de Wikimedia. Donc, par là, il faut notamment entendre les réutilisations sur l'encyclopédie Wikipédia. Et ce qu'on constate, c'est qu'un grand nombre de ces images ne sont pas réutilisées sur l'encyclopédie Wikipédia. Tout simplement, une des explications, c'est la saturation aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un monument est illustré par 3-4 images, toutes celles qui vont être ajoutées ensuite ne seront probablement pas réutilisées sur Wikipédia, tout simplement parce qu'un article Wikipédia n'est pas généralement illustré par 500 photos. Et à partir du moment où il y a déjà 2 ou 3 bonnes photos d'un monument, probablement que les personnes qui éditent l'article sur Wikipédia ne vont pas forcément chercher à en rajouter d'autres. Ça ne veut pas dire que ces photos ne sont pas réutilisées ailleurs, ça ne veut pas dire qu'elles ne servent à rien, évidemment, mais ça nous montre que globalement, on a pour beaucoup de monuments déjà 1, 2, 3 photos de qualité qui sont suffisantes pour les besoins de l'encyclopédie Wikipédia. D'où, là aussi, une certaine saturation. Alors, cette idée de saturation, elle n'est pas nouvelle en réalité. J'ai retrouvé un article de 2015 par des bénévoles de Wikimedia qui s'inquiétaient déjà d'une exhaustivité qui serait très vite atteinte. Et donc, bien sûr, ce qu'ils disaient en 2015 devient maintenant tout à fait réel. On a atteint un certain degré d'exhaustivité qui pose des questions sur la pérennisation du concours. Effectivement, on a toujours des participations, c'est intéressant, et toujours de très belles participations, mais on peut se demander si, au bout d'un moment, ça ne va pas un petit peu s'effondrer. Et ce que suggéraient ces bénévoles en 2015,
c'était de regarder du côté des nouveaux concours qui apparaissaient. Et effectivement, déjà en 2014, donc 4 années après Wiki Loves Monuments, on avait vu apparaître Wiki Loves Earth, qui est un autre concours qui, lui, ne portait pas du coup sur la documentation des monuments historiques, mais du patrimoine naturel. Donc, évidemment, là, c'est beaucoup moins limitant, puisqu'il n'y a pas forcément une liste précise des lieux à photographier, et puis qui sont beaucoup plus nombreux. Et effectivement, c'est le concours qui a ensuite pris beaucoup d'importance. On peut voir en fait une courbe de participation qui ressemble un petit peu à celle de Wiki Loves Monument, où on a eu d'abord un concours créé dans un pays, puis une augmentation rapide du nombre de pays qui s'accompagne d'une augmentation du nombre de participants et du nombre de contributions par ces participants. Alors, ce qu'on observait, mais c'est un petit peu dommage parce que l'évolution des chiffres a contredit certaines de mes idées, c'est qu'on observait là aussi un tassement de la participation avec une stagnation, voire une légère décrue du nombre de participants et du nombre d'images partagées. Alors, sur l'année 2020, en réalité, le nombre d'images partagées a réaugmenté. On verra si c'est seulement anecdotique ou si effectivement la tendance invalide ce que j'avais prévu de dire, à savoir qu'il semblerait qu'on ait la même courbe de participation à attendre pour Wiki Loves Earth que ce l'était pour Wiki Loves Monument. C'est-à-dire d'abord une augmentation rapide de la participation, puis ensuite une lente décrue. Et du coup, en voyant cette lente décrue, on pouvait s'interroger effectivement, est-ce que le modèle concours photo, est-ce que c'était un moyen vraiment d'obtenir de la participation durable, ou est-ce qu'ils étaient forcément amenés à rapidement ou plus ou moins lentement péricliter? Et la stratégie qui semble avoir été adoptée par Wikimedia Commons, c'est la multiplication des concours. C'est-à-dire qu'au-delà de seulement Wiki Loves Monument, Wiki Loves Earth, on a vu beaucoup de concours apparaître. Ils ont tous des trajectoires un petit peu différentes. Généralement, ils sont créés dans un pays, puis après, peut-être qu'ils s'étalent sur d'autres pays, peut-être pas trop. Des fois, ils vont rester seulement dans une petite niche, d'autres pas. Certains vont seulement durer une année, d'autres vont être à plus ou moins long terme. Là, j'en ai mis seulement quelques-uns, mais en réalité, on est sur plusieurs dizaines de concours, auxquels s'ajoutent des concours mensuels sur des thématiques plus resserrés, qui, eux, n'ont pas vocation à être répétés année après année. Alors, c'est difficile de parler d'une stratégie globale quand on parle de Wikimedia et de la fondation Wikimedia, puisqu'il n'y a pas une fondation qui décide aujourd'hui on va lancer un nouveau concours. C'est plutôt en réalité très local, des expérimentations depuis le chapitre d'un pays ou d'un autre pays qui ensuite vont être plus ou moins adoptées, plus ou moins transformées par la communauté. Par exemple, cette année, on a eu pas mal de communication autour de Wiki Loves Love, qui ensuite est devenu Wiki Loves Folklore. Donc au départ, c'était photographier l'amour, et puis ensuite, c'est devenu photographier le folklore. La communauté a vraisemblablement décidé, par le jeu des discussions et des consensus qui valent dans le monde Wikimedia, de faire évoluer ce concours. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des influences des personnes qui dirigent les associations locales, mais ça se co-construit entre la fondation, les fondations locales et évidemment la communauté. Donc à partir de ce petit cas d'étude et de cette étude finalement assez exploratoire, un peu superficielle, je vois quand même deux choses à retenir. La première, c'est que la notion de communauté et la vitalité des communautés, c'est la clé de voûte des projets participatifs. Tout simplement parce qu'un projet participatif qui n'a pas de communauté, il est mort-né, et qu'un projet participatif dont la communauté s'affaiblit, il est condamné à la ruine. Et donc, ça me paraît être un point important de l'étude des projets participatifs que d'étudier les formes d'animation de la communauté, les conditions de succès de ces projets étant fortement liées aux conditions de vie, de discussion et de recrutement de la communauté. Deuxième chose importante, c'est le terrain de Wikimedia. Wikimedia, c'est un terrain extrêmement riche. Ce n'est pas seulement
15 projets, parce qu'en réalité, c'est 15 projets multipliés par quelques dizaines de fondations, enfin, d'associations locales ou de communautés locales qui ont chacune inventé des manières de faire de l'animation de communauté, qui ont chacune expérimenté des petits concours, des petits types d'ateliers, des petites formations, etc., qui ont toutes inventé des nouvelles manières de faire vivre, de solliciter, de réanimer ou d'animer de la communauté. Donc à ce titre, Wikimedia, c'est une espèce d'immense laboratoire de l'animation de communauté sur lequel on a un grand recul temporel, parce que Wikipédia va fêter ses 20 ans en janvier. Alors c'était les tout débuts, mais ça veut dire quand même que sur certaines parties de la communauté Wikimedia et sur certains modes d'animation de la communauté, on a un recul de plus de 10 ans. C'était le cas là, par exemple, pour Wiki Loves Monuments, on a 10 ans d'historicité d'une manière d'animer la communauté. Et pour chacun de ces projets, on a aussi une documentation très exhaustive, parce que c'est la manière de faire de Wikimedia que de garder les traces de tout ce qui se fait. Donc à ce titre, Wikimedia et les communautés Wikimedia sont, à mon sens, vraiment un terrain extrêmement riche pour étudier ces formes d'animation de la communauté et la manière dont elles façonnent les communautés. Or, bien sûr, il ne s'agit pas de reprendre directement ce qui est fait sur Wikimedia pour l'appliquer à d'autres projets. On sait très bien que ça ne marche pas comme ça. Mais pour nous, universitaires, ça nous permet de comprendre un petit peu ces communautés. Et puis, pour les institutions qui souhaitent mettre en place ou qui sont actuellement engagées dans des projets participatifs, à mon sens, c'est extrêmement intéressant d'avoir des retours d'expérience sur les manières dont on peut solliciter les communautés, sur les manières dont on peut recruter des personnes dans la communauté et sur comment est-ce que ça a fonctionné. Donc, voilà un petit peu les conclusions de cette étude qui reste largement à approfondir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonin. Cette deuxième intervention qui a apporté un éclairage complémentaire à la première intervention de Sébastien Affiotti. Merci pour ces deux interventions. C'est bien, on tient le timing. Je vais donner la parole à deux intervenants, à Lise Renaud et Nicolas Navarron. Donc, Lise Renaud est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Avignon et membre du centre Norbert Elias. Et Nicolas Navarron est maître de conférence également en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lumière Lyon 2 et membre du laboratoire HELICO. Donc, ils vont nous parler de la fabrication de la participation culturelle via notamment les outils mobiles, avec une intervention qui est intitulée « Quand les applications de visite patrimoniale se font citoyennes ». Voilà, donc je vous laisse la parole tous les deux. Bonjour, donc c'est moi qui vais partager le diapo si c'est possible. Pour le moment, c'est désactivé en fait. Je viens de vous autoriser, Lise, ça devrait fonctionner Ok, normalement. Ça va. Ok. Hop. C'est bon pour moi, je pense que c'est bon. Normalement, vous devez voir le diapo. Je vais remonter par contre, voilà. Ça sera mieux. La communication qu'on va vous présenter, en fait, elle porte donc sur la fabrication de la participation citoyenne, sur la fabrique de la participation citoyenne et comment elle s'élabore, en fait, notamment à travers les applications mobiles de visite. Alors, notre point de départ, c'est que au sein des institutions culturelles, on relève en fait un double engouement, à la fois pour le développement d'outils numériques et pour l'incitation à développer des modalités participatives.
En gros, depuis plus de 10 ans, quand on regarde simplement quantitativement le nombre d'applications mobiles de visite, on en avait 2000 en France. On en avait 70 en 2012, on passe à 355 en 2015, 511 en 2018. Même si là, ces dernières années, on note un léger ralentissement, il n'empêche qu'on a quand même une croissance forte de ces applications, ce qui témoigne en fait d'un succès auprès des institutions culturelles, mais aussi plus largement des collectivités territoriales. En gros, à l'heure actuelle, chaque ville, chaque institution culturelle souhaite avoir son application mobile de visite. Ça devient donc clairement inscrit à l'agenda des politiques culturelles avec parfois en fait un fort accompagnement en événementiel. D'autre part, on constate en fait une montée en puissance et une forte promotion de nouvelles modalités de visite et des pratiques des patrimoines, ce dont parlait Sébastien tout à l'heure, à savoir que entre les muséomix, les hackathons, etc., les démarches participatives qui permettent de tisser en fait une autre relation à l'institution sont largement promues au sein des institutions. Ce qu'on peut peut-être noter ici, c'est que finalement, c'est souvent présenté en rupture, alors que depuis les années 70, déjà, l'émergence de la nouvelle muséologie et notamment le développement des écomusées était là aussi pour repenser en fait les relations avec les publics. En tous les cas, dans ce contexte, on a voulu s'interroger, nous, sur qu'est-ce que fabrique cette rencontre entre, d'un côté, on dirait la participation et de l'autre, le numérique. Quelle forme prend la participation culturelle dans les applications mobiles de visite? Et donc, on a fait le choix de s'interroger en fait sur les logiques de figuration de la participation. Pour ce faire, donc, on a travaillé à partir d'un corpus, plutôt un corpus exploratoire, et notamment notre but, on fait dans la constitution du corpus, là on a sélectionné parmi un ensemble plus large un certain nombre d'applications, n'était pas en fait d'avoir une homogénéité dans les applications mobiles proposées, mais à l'inverse plutôt une hétérogénéité à la fois sur le type de patrimoine, à la fois patrimoine naturel, patrimoine bâti, sur finalement le type d'institution qui pouvait être impliquée, voire aussi sur justement le type, les modalités en fait participatives qui pouvaient être présentes. Il est quand même à noter que dans notre démarche, nous n'avons pas choisi en fait des applications, forcément, des applications qui s'autoproclament participatives, et qu'on a justement choisi en fait des applications de visite qui incluent en fait dans leur fonction éditoriale la possibilité de produire et de distribuer du contenu. L'objectif, donc justement, c'était d'étudier à la fois ces fonctions éditoriales et puis surtout de voir quelle fabrication, quelle représentation de la participation culturelle pouvait ressortir de ces applications. On a donc retenu quatre applications, donc l'Histopad du Palais des Papes, l'application Mécalanque, l'application Traverse et l'application Vichy 3945. On pourrait revenir, s'il y a besoin dans les questions, sur le choix en fait, de ces applications. D'un point de vue méthodologique, on a procédé suivant une approche ethnosémiotique, c'est-à-dire qu'on a fait un recueil large des discours de promotion autour des applications, le discours qui accompagne donc à la fois sur les sites internet, les vidéos de promotion, les communiqués de presse, même les descriptifs en fait dans les plateformes de téléchargement. On a travaillé aussi, quand cela a été possible, avec des entretiens avec les concepteurs en fait des applications. Donc par concepteur, on entend à la fois les startups, mais aussi les institutions culturelles et patrimoniales. Et on a regardé de plus près en fait le design des écrits d'écran. Voilà, une analyse en fait justement des fonctions éditoriales. Concernant les critères d'analyse, pour aller rapidement, en fait, on s'est concentré sur la rhétorique, donc les arguments de valorisation qui sont les plus présents, mais aussi les formules. On entend par formule, en fait, à la fois des formules lexicales, mais aussi des formules visuelles. On a regardé les logiques énonciatives au sein même des applications et les principes d'éditorialisation, en fait. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, quand on utilise ces applications. Et avec un questionnement plus général sur la façon dont sont représentés les publics, la façon dont sont représentées leurs relations au patrimoine et finalement le rôle qui est donné à travers ces représentations à l'institution culturelle.
Alors, on va vous présenter aujourd'hui 2 groupes de résultats. Le premier, en fait, je vais donc m'en charger, il a plutôt trait aux logiques de valorisation discursive des applications. Et puis, Nicolas, ensuite, vous présentera en fait plutôt l'identification des modèles relationnels en fait, inscrits dans ces applications. Donc, un premier constat en fait qui se base à la fois sur les fonctions, plutôt quand même sur les discours d'escorte et au niveau des entretiens. Ce qu'on peut relever en fait, c'est que globalement, eh bien, la participation apparaît comme co-substantielle en fait aux outils numériques. C'est-à-dire que les applications de visite amènent comme mécaniquement davantage en fait de participation. Il y a l'idée en fait derrière ce type d'application que forcément en fait elles vont renouveler en fait l'institution, enfin le rapport entre l'institution et le public, comme si le changement technique amenait immédiatement un changement de modalité communicationnelle. Donc on peut relever en fait que c'est ainsi que la participation apparaît à travers ces outils numériques, alors que ce principe mécanique n'est pas aussi évident que ça. Il n'empêche aussi que la façon de présenter ces applications, et ça paraît assez logique en soi, hein, sont aussi ces projets en fait, hein, c'est surtout un moyen de valoriser la politique de l'institution. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans des stratégies communicationnelles et finalement, la politique institutionnelle apparaît avec ces applications, que ce soit l'Histopad qui offre le meilleur de la muséographie moderne, apparaît comme forcément plus moderne, renouvelée, apparaît comme, acquiert en fait un dynamisme du fait d'avoir ces projets. Et finalement, on a un effet de transformation en fait par le développement de ces projets-là. Un des arguments phares qui revient aussi et qui nous semble important à souligner ici, c'est justement cette idée que l'implication du public en fait change avec ces projets. C'est-à-dire qu'il y aurait une transformation des postures d'autorité liées en fait au développement de ces projets entre justement l'institution, hein, autorité reconnue, et le public. On verra après que dans les modèles, dans la façon dont ça se met en œuvre, c'est plus complexe que ça, mais c'est finalement comme ça que c'est présenté dans le discours en amont en fait de l'usage. Alors, cette rénovation de l'implication du public, elle passe notamment par toute une rhétorique du partage. On l'a vu aussi, là Sébastien tout à l'heure le relevait aussi dans les concours photos, mais finalement, c'est pas on va dire que ça passe par l'implication du public, c'est l'idée donc de partager son patrimoine, partager son expérience, partager des thèmes sur les réseaux sociaux. Ce terme-là revient. Et comme le dit Gustavo Gomes-Meja, qui a notamment travaillé sur la question des identités numériques, le terme partage en fait a cette capacité d'euphémiser et d'euphoriser en même temps le travail de production et de distribution des contenus. Et c'est sous cette formulation en fait qu'apparaît dans le discours l'escorte en fait la participation. Dernier point que je vous présenterai, je n'ai pas regardé le temps, j'espère que voilà. C'est finalement quel public va être mobilisé, quel public en fait est amené à partager. C'est la participation de qui en fait qui est désignée. Alors on va distinguer deux cas, mais majoritairement en fait c'est une désignation généraliste qu'on va avoir. Donc c'est le public, les visiteurs, les utilisateurs ou usagers qui vont être désignés. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que, alors dans le cas de Traverse, c'est les citoyens, mais Nicolas vous en parlera davantage ensuite. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on va éviter en fait la ségrégation, puisque ça serait contraire à la logique de démocratisation culturelle. Donc on est sur du à tous. C'est une application qui s'adresse à tout le monde, et donc on ne spécifie pas en fait dans le discours d'accompagnement un groupe plus particulier. Ensuite, quand on observe davantage et plus en détail, on va voir qu'il y a des distinctions, notamment sur Traverse, les contributeurs et les usagers, par exemple, où on peut voir émerger en fait des communautés thématiques, des communautés qui sont élaborées par affinité thématique au sein même des applications, et qui vont se regrouper à travers des centres d'intérêt, que ce soit dans Traverse pour l'escalade, la randonnée,
les amateurs de nature et de biodiversité, c'est ainsi qu'ils vont être finalement désignés. Donc, c'est par des catégories affinitaires, en fait, qu'on va détailler les types de publics. Et c'est la suite, j'avance. Donc, je continue. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Très bien. On est à 11 minutes. Vous pouvez prendre quelques minutes. Enfin, on est à 11 minutes, mais vous pouvez, comme vous êtes deux dans l'intervention, prendre un petit peu plus de temps. C'est gentil à vous. Je suis désolée, je n'ai pas regardé le temps, Nicolas. Donc pour continuer dans ce que disait Lise, donc, on va essayer de vous présenter finalement à partir de cette apparition de forme de public, finalement, quelle forme de relation se crée, en tout cas, quel rapport à l'institution est l'expression de cette idée de participation qui peut s'exprimer par ces applications mobiles. Alors, on en a repéré 3 qu'on va vous présenter, qui ne sont pas exclusives les unes des autres, mais qui sont peut-être justement des stades, ou en tout cas des approches un peu différentes de cette relation à l'institution. La première, c'est une relation qu'on peut qualifier d'affective avec l'institution, et même plus qu'avec l'institution et avec le patrimoine d'ailleurs. L'idée, c'est de réagir, c'est d'exprimer une émotion par rapport à ce qu'on peut observer. On l'a vu avec les présentations précédentes, notamment dans cette idée de partager une belle photo. Alors là, on vous a mis justement un extrait de l'entretien qu'on a pu faire avec l'équipe du Parc national des Calanques, qui nous dit, voilà, l'idée, l'objectif du Parc national, c'est d'essayer de provoquer justement des émotions nature. Donc, on est dans cette idée que le rapport au patrimoine, le rapport à l'institution Parc national des Calanques est un rapport affectif en termes d'émotion avec l'institution. Et puis, ces éléments, ce qui est intéressant, c'est que, pour poursuivre sur le cas du Parc des Calanques, par exemple, ces éléments sont jugés pour le Parc des Calanques comme secondaires. Finalement, c'est quelque chose qui est assez anecdotique. Et on va se rendre compte, et ça, je l'évoquerai un peu après, que voilà, cet élément-là, c'est la base, mais pour autre chose, finalement. Cette manière de réagir, cette possibilité de réagir, d'exprimer son émotion, elle passe justement par des formats participatifs, en tout cas, qui sont des formats déjà utilisés beaucoup dans les institutions culturelles et patrimoniales. On a le livre d'or, là vous en avez une illustration à l'écran avec le livre d'or de l'Histopade du Palais des Papes à Avignon. Et vous avez aussi des formats photomatons. Alors, dans l'Histopade, qui existe sur un certain nombre de sites, vous avez la possibilité de vous prendre en photo avec un décor derrière pour avoir votre propre photo souvenir. Donc, on est aussi dans cette construction du souvenir et du rapport au patrimoine et à l'institution qui se construit dans cette construction émotionnelle en termes de sensations avec le patrimoine par le souvenir. En parallèle de ce rapport à l'émotion, il y a aussi la question de la satisfaction et de comment est-ce qu'on a vécu sa visite, son expérience de visite, et comment est-ce qu'on en rend compte. Et pour ça, alors on l'avait déjà avec le cas du livre d'or, on a la logique de la notation, de l'évaluation, alors vous l'avez aussi là, vous avez un certain nombre d'exemples de comment on évalue la visite patrimoniale. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on évalue? Il faudra sans doute aller voir un peu plus en détail les commentaires pour voir est-ce que c'est le patrimoine, est-ce que c'est la visite, est-ce que c'est l'outil numérique qui est évalué, ou les 3 à la fois d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement cet appel à l'opinion, cette manière de faire par l'évaluation, par la notation, c'est une inscription vraiment dans les logiques qu'on retrouve dans les plateformes numériques assez classiquement. Qui fait écho à la logique affective du web affectif et d'autres manières d'envisager le rapport aux outils numériques. Dans un deuxième temps, on a donc une autre forme de relation qui se construit avec le patrimoine, qui est une relation, cette fois-ci, plus en termes de savoir, une relation cognitive avec l'institution, qui s'exprime de plusieurs manières. La première, et qui nous semble vraiment importante, c'est qu'on n'est pas nécessairement dans une logique de co-construction, mais d'abord dans la reconnaissance d'un savoir légitime par sa circulation. C'est-à-dire que le participant, celui qui va participer, il n'est pas forcément producteur du savoir, mais il va
lui-même légitimer un savoir qui existe déjà en le faisant circuler. Et comment ça? Eh ben, en se faisant relais d'informations par lui-même. Donc, dans l'outil Mécalenc, l'application mobile, il est beaucoup fait, en tout cas dans l'entretien, c'était beaucoup l'idée de faire des remontées d'informations, cette notion d'information qui était vraiment intéressante. Et donc, le public devient un relais d'information. Mais plus que simplement relais d'information, il est également agenceur d'informations dans certaines applications où il construit des playlists à partir de contenus qui sont déjà préexistants, qu'il va réarticuler par lui-même. Et à partir de là, il va les faire circuler parce qu'il peut partager ces playlists à d'autres et puis voilà, les faire circuler de cette manière-là. Ce qu'on voit dans cette... alors là, c'est peut-être aussi l'effet du corpus, donc il faudrait encore explorer un peu plus en profondeur ces questions-là pour voir s'il y a des logiques de co-construction plus présentes. Mais en tout cas, dans les premières applications qu'on a pu analyser, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait le maintien d'une logique très descendante, finalement, dans la construction du savoir, avec une co-construction assez peu présente. Et c'est assez remarquable dans un extrait qu'on vous a mis là à l'écran sur une présentation justement de l'application Traverse, qui est l'application franco-genevoise, où il est dit que l'utilisateur peut librement explorer la mémoire genevoise partagée tout en étant protégé par une cohérence éditoriale. Donc il y a vraiment l'idée qu'il y a besoin d'un maintien de cette cohérence, de cette structuration du savoir par l'institution. Et puis, le troisième point, c'est une relation qu'on a qualifiée de plutôt axiologique à l'institution, dans le sens où c'est un moyen, la participation va être un moyen de partager un certain nombre de valeurs, et notamment de ce que peut représenter le patrimoine en termes de valeurs sociales. Et ça s'exprime d'abord par le dialogue, par le fait qu'on va permettre des interactions et une discussion partagée avec l'institution, avec une mise en scène, là vous l'avez à l'écran sur l'application Mécalenc, la mise en scène de ce dialogue même dans les écrits d'écran de ces applications. Et ce dialogue-là, il est mis en scène donc, par l'outil, mais dans justement un objectif de réflexivité, et c'est ce qui nous a été dit dans les entretiens. Voilà, l'objectif, c'est de permettre aux citoyens d'être interrogés par un certain nombre de choses. Donc, on est dans cette idée, en tout cas là, dans le cas de l'application Mécalenc, que l'outil de l'application mobile va servir à réfléchir à qu'est-ce que c'est que le patrimoine naturel. Le cas des calanques est un peu particulier, parce qu'on est sur un patrimoine naturel, mais qui est en espace urbain, semi-urbain, périurbain, donc voilà, qui pose un grand nombre de questions en termes du positionnement de ce patrimoine dans la société. Et donc pour conclure, pour essayer de synthétiser ces éléments-là, on voit bien qu'effectivement, il y a une tension qui apparaît entre la participation, sa valeur, en tant que valeur promotionnelle, qui peut être jusqu'à un certain point instrumentalisée par les institutions, et puis la participation comme une démarche plus engagée qui va redonner vraiment à la médiation du patrimoine une dimension plus politique qui va impliquer le citoyen en tant qu'acteur politique à travers ces outils-là. Pour essayer justement de dépasser un peu cette dichotomie, en tout cas cette opposition qui pourrait paraître première, il nous semble qu'il y a plusieurs pistes peut-être à suivre. La première, c'est la question des jeux de pouvoir, alors qu'on a déjà un peu évoqué, qui sont en fait des jeux inhérents au processus même de patrimonialisation, hein. On le voit très bien dans les outils qui peuvent être développés par ailleurs sur comment est-ce qu'on donne un certain nombre de capacités aux habitants, en tout cas aux détenteurs du patrimoine. C'est notamment le cas avec les logiques de patrimoine immatériel avec l'UNESCO, comment les communautés sont réinvesties de leur capacité à revendiquer et à s'approprier leur propre patrimoine. Et ces jeux de pouvoir doivent nous inviter à dépasser l'idée d'une seule instrumentalisation de la participation qui est présente. Ça, il ne faut pas se leurrer. D'ailleurs, une petite anecdote à ce propos, on vous a mis là à l'écran le top 15 donc des commentaires Histopad, et quand on est allé, on a eu la possibilité d'aller visiter les locaux d'Histovery, donc la start-up
qui propose l'Histopad, à l'entrée même, on s'est retrouvé face à un écran qui présentait justement le top 15 de ces commentaires. Donc, on voit bien que c'est aussi instrumentalisé, mais même comme un outil de communication interne auprès des employés. Bon. Donc, voilà, il faut arriver à comprendre les logiques-là. Il nous semble que par les jeux de pouvoir, par la manière dont les individus, les parties prenantes sont intégrées à ces projets, ça permet de dépasser un peu cette opposition. Et puis, le deuxième point, c'est de prendre en compte aussi ce qu'on pourrait appeler alors, le projet participatif et en fait, vraiment dans toute son ampleur, c'est-à-dire à la fois dans ces conditions de production, c'est-à-dire comment émergent ces projets. On s'est rendu compte qu'ils émergeaient dans des contextes très différents, entre des projets de recherche scientifique et des projets qui sont plus portés par des individus ou au contraire des projets plus politiques. Et puis aussi par la culture professionnelle des startups, entre des startups qui, par exemple pour le cas de Mécalanque, étaient d'abord des startups qui proposaient des applications citoyennes pour les collectivités territoriales et qui sont allées dans le champ du patrimoine après, et d'autres startups qui, elles, sont plus directement sur ces questions d'aller sur le champ des applications patrimoniales. Donc, ça nous permet d'être un point intéressant pour mieux comprendre la place de la participation dans ces projets. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà un peu dépassé. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux pour cette intervention très riche. Nous allons accueillir notre quatrième intervenante de la journée, donc Zdenia Jarmuszewski, qui est doctorante en littérature générale et comparée au sein du laboratoire LLS-ETI à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Elle va nous parler de participation et créativité avec une intervention intitulée « La participation citoyenne dans les observatoires photographiques du paysage ». Voilà. Merci. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Question rituelle. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Parfait, merci. On voit votre écran. Parfait. Hop, je vous mets en plein écran. Donc, effectivement, ma communication va s'intéresser aux plateformes observatoires photographiques du paysage. Je vais les appeler les OPP pour faire plus court, qui sont un dispositif d'aménagement urbain qui existe depuis les années 90, donc qui précède en général, ou en tout cas le concept précède les inquiétudes actuelles que nous avons ou les questionnements actuels que nous avons sur la participation citoyenne. Mais aujourd'hui, ils connaissent un regain d'intérêt, évidemment, face à ces questions. Pour placer quelques jalons, nous pouvons distinguer deux types de paysages. Le paysage très beau, reconnu, remarquable, la section incontournable de votre guide Michelin. Et de l'autre côté, des paysages ordinaires qui sont notre cadre de vie et qui ont connu la consécration plutôt à partir du milieu des années 2000, notamment avec la Convention européenne des paysages. Et aujourd'hui, nous pouvons constater que le paysage quotidien, ordinaire, nous le vivons tous les jours et donc nous pouvons nous considérer comme producteurs de connaissances sensibles à son sujet. Notamment, Eva Bigando l'a démontré dans sa thèse en 2004. Les plateformes participatives que nous avons vues ce matin ou que vous connaissez, que nous verrons au cours des prochains jours, prouvent qu'il y a un intérêt de volonté, et une volonté d'engagement, voire un engouement pour la participation. De l'autre côté, au niveau du paysage, on constate un engagement des citoyens et des habitants dès lors qu'on touche à leur paysage ordinaire. Le fameux parc éolien à côté de votre village, tout le monde se mobilise soudainement pour protéger ce bien. Donc, on peut supposer qu'il y a un habitant intéressé en tant que citoyen pour produire des connaissances et participer à son paysage, à la construction de son paysage et ses représentations, et de l'autre, des plateformes qui désirent accueillir cette participation. Or, aujourd'hui, nous constatons que cela peine à se concrétiser et on peut évidemment se demander pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'un observatoire photographique du paysage? C'est un concept, un dispositif hérité des années 80, suite aux 30 Glorieuses, l'idée étant de documenter le nouveau cadre de vie des habitants suite au bouleversement qu'on a pu connaître, justement, les 30 Glorieuses,
Et il y avait une sorte de décalage, presque un clash même, qui a été constaté entre ce qu'on imagine quand on parle d'un paysage et ce qui est le paysage des quotidiens français. Donc l'idée était de replacer l'habitant ou l'usager du territoire au cœur des questionnements de paysage, d'aménagement. Pour cela, on prend un dispositif très précis, une méthode avec un auteur à point de vue humain, sur des grands axes de circulation très fréquentés. Et on constate néanmoins qu'il y a une absence humaine dans ces paysages et qu'il y a un choc des images qui va se créer, notamment pour les décideurs politiques, qui se sentent remis en question par rapport à des images qui sont jugées inadaptées ou très moches, pour reprendre les mots de certains décideurs. Au milieu des années 2000, il y a un passage à la plateforme numérique qui va se créer, notamment pour tout ce qui est le parcours national, c'est-à-dire la vingtaine d'itinéraires en observatoire photographique qui existent, et enfin des variantes locales qui peuvent être portées par des institutions spécialisées du territoire. Cela permet une très belle diffusion des vastes séries photographiques qui ont pu être constituées, mais ça fait vitrine. En effet, à ce moment-là, avec cette publicisation des images, on constate une double valeur patrimoniale qui s'installe, non seulement pour les images elles-mêmes, mais également pour la méthode en tant que telle. Et il y a également une nouvelle orientation qui va s'intégrer à ces nouveaux observatoires numériques, avec la rétrospective sur les fonds iconographiques d'archives. Aujourd'hui, on atteint un peu une limite avec ces observatoires numériques, puisqu'ils ne servent presque que de vitrine. Il n'y a pas d'engagement, pas d'interaction, pas de participation. Alors, plus qu'une injonction, qu'est-ce qu'il faudrait pour construire des communautés d'usagers et comment structurer un travail d'animation pertinent et durable dans le temps? Quel statut accorder aux participants et à leur production? Et enfin, comment leur reconnaître quand même une certaine légitimité dans le cadre d'intervention dans des institutions? Alors, le but étant évidemment d'aller au-delà de l'adoption du point de vue de l'habitant par l'institution et de bien présenter le point de vue de l'habitant directement et lui donner un moyen de contribuer à documenter les évolutions paysagères en cours. Parfois, on fait également appel pour des paysages, des clichés anciens. Il faut savoir qu'il y a également une conception très commune qui est que le paysage ordinaire que nous vivons au quotidien, ce n'est pas un paysage sur lequel l'habitant a prise, c'est le paysage des aménageurs qu'il faut arranger, qu'il faut urbaniser. Donc il y a également ce point de tension-là qu'il faudrait transformer. Donc faire évoluer le regard des usagers, des habitants, les rendre conscients d'une dimension culturelle, environnementale. C'est ce que Berthaud et Conezin ont pu notamment dépister, démontrer au cours de la très belle exposition que nous avons eue à la BNF en 2017, Paysage, une aventure photographique française. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment pousser les OPP tels qu'ils existent à se transformer pour devenir plateforme numérique contributive? Alors, depuis tout à l'heure, je présente les observatoires. Je vais quand même vous préciser un tout petit peu la fameuse méthode qui est devenue un patrimoine en lui-même. L'idée, c'est de photographier sur une très longue période de temps la même sélection de points de vue. Donc, toujours le même matériel, toujours le même point de vue, avec notamment la précision du GPS qui est arrivé, le cadrage avec l'orientation du matériel, mais également le cadrage en termes de période dans l'année, d'horaire si possible, de date exacte pour reconduire tous les ans ou tous les 2 ans le même lieu. Et enfin, il y a également la possibilité de faire des observatoires spécifiques quand on prévoit une transformation urbaine. On sait très bien que le quartier de la Gare va être transformé, eh bien on peut documenter spécifiquement sur une période donnée cette transformation brutale. Le temps est vraiment une donnée essentielle. Donc là, je vous présente l'observatoire photographique du CE 73 donc de Savoie. Et vous voyez ici, au-dessus de l'image principale, la série du même quartier. Donc, on a vraiment cette dimension sérielle qui est essentielle. Voilà.
je vous montre maintenant l'autre observatoire sur lequel j'ai travaillé avec mon atelier, qui est celui de Haute-Savoie, également porté par le CAU du 74, et qui avait dès le début un site internet qui est vraiment dans le projet d'origine avec l'idée d'appeler à contribution. Là, nous avons le site actuel. Jusqu'en février 2017, nous avions un site avec une grande carte qui était présentée au centre, qui donc rappelle bien le rattachement au territoire, et un onglet contribution, qui, pour reprendre les mots de Frédéric Moquès, est toujours resté en jachère. Donc, ça n'a jamais été valorisé. Nous avons également ici, sur celui-ci, 3 types de points de vue. Les points de vue fixes choisis par le CAUE, ceux choisis par le photographe Sylvain Dufart, vue libre, et les paysages emblématiques qui sont la reconduction historique. Donc, désormais, ces images sont mises sur un premier plan vraiment significatif. Et dans l'image même, nous voyons un outil de zoom sur le côté qui invite à s'immerger dans l'image comme on s'immergerait dans un paysage. Donc voilà, vraiment une dimension sur le détail, sur le sensible, sur l'attention. Et dans le cadre des vues libres, nous avons également une autre attention au détail, puisque Sylvain Dufart, le photographe, a été demandé de présenter des courts textes sur le moment de la prise de vue, l'ambiance de lumière, la matérialité, les sensations, le vent, le soleil. Donc un enrichissement sensible et un premier lien avec la littérature. Un autre lien est également apparu en 2019, l'été dernier, quand le CAUE 74 a fait appel à l'écrivain Jacques Jouet pour présenter de courts textes narratifs et poétiques inspirés des clichés de l'exposition. Et enfin, de l'autre côté de la littérature, donc, nous avons François Bon qui propose des textes très intéressants avec des approches créatives, notamment des textes sur ce type de paysage, donc des paysages ordinaires, des paysages usagés, souvent dans des textes édités, décors ciment, paysages fer, en ligne sur son site tiers libre, et dans d'autres formes d'expression, notamment dans son vidéo-journal et ses vidéos-poèmes sur sa chaîne YouTube. Et il a également, bien sûr, écrit pour l'exposition de la BNF que nous avons vue plus tôt. L'autre particularité de son travail, ce sont les ateliers d'écriture, des ateliers d'écriture collaboratifs à distance sur son site tiers libre et en live sur WordPress pendant des ateliers. Là, nous avons une photo d'un de ces ateliers à l'Université Savoie-Mont-Blanc avec des étudiants en littérature L2, L3. Et nous nous sommes inspirés et appuyés de ces ateliers qu'il nous a proposés pour proposer un nouvel atelier aux étudiants qui a fourni le corpus de ma thèse et qui s'est inscrit dans un cours de pratique d'écriture, de pratique littéraire. Donc, c'était sur la plateforme Close Moodle. Je pense qu'en tant que professeur universitaire, nous la connaissons tous. Le public était très ciblé. Ce sont des étudiants qui habitent sur les 2 départements 73 et 74, Savoie-Haute-Savoie. Donc, forcément, le choix des observatoires départementaux des 2 CUE était logique. Nous avons eu à chaque séance un titre de séance pour donner une direction et des images qui ont été sélectionnées dans les OPP par mes soins et par les soins de Madame Petit pour qu'elles soient particulièrement familières pour ces étudiants, mais également anti-pittoresques, sortir justement des paysages remarquables et donner une visibilité aux paysages ordinaires. Cela s'est traduit par des choix de paysages de zones commerciales, des paysages d'autoroutes, entrées de villes, friches industrielles. Et sur les dernières séances, nous avons laissé le choix aux étudiants de sélectionner eux-mêmes l'image sur laquelle ils souhaitaient travailler. À partir de là, nous avons constaté que les textes produits commencent en général par un commentaire d'image, quelque chose de très institutionnel, très académique, même si sur les vues libres, nous avons constaté que l'ouverture présentée par les textes sensibles de Sylvain Dufart permettait parfois une approche un peu plus sensible déjà que les images vues fixes qui avaient des commentaires institutionnels d'urbanisme classique. Les résultats de l'analyse ne sont pas encore définitifs puisque je n'ai pas encore fini ma thèse.
Pourtant, après une première analyse du corpus, nous avons des grandes tendances qui se dessinent, donc des premières productions prudentes. Quand elles ne sont pas descriptives, on a des récits de ce que l'image donne, de détails de l'image. Et petit à petit, le regard va devenir plus personnel. Nous allons avoir la mobilisation de ressources autres que l'image, avec des vécus, du souvenir, parfois de l'imaginaire très fort. Et cela révèle plus un investissement personnel, plus singulier dans les images, avec souvent une expérience de paysage plus vécue. Et une expérience qui a été rendue compte par les étudiants, quelque chose qu'ils ont vécu. Cet atelier leur a fourni une nouvelle connaissance, celle d'être légitime pour parler. Vraiment, cette phrase qui m'a marquée, je suis légitime pour parler de ce paysage de manière personnelle. Donc vraiment, là, on est dans la création de nouvelles représentations propres suite à ça. Cependant, il y a aussi la déconstruction du paysage, notamment ceux qui sont très urbanisés, avec un jeu d'enfant, la comparaison de l'urbanisme avec le jeu d'enfant, souvent un manque de réflexion à long terme qui semble être dénoncé. Parfois, il est comparé à un puzzle avec des pièces qui changent très très vite et donc cette impression de changement rapide, voire agressif, qui sont signalés. Une perte de repères qui revient systématiquement et une nostalgie de la nature idéalisée, voire des fantaisies où la nature va prendre sa revanche de manière assez violente des fois. Donc essentiellement, pour résumer, on apprend à voir, puis reconnaître son propre droit de jugement pour enfin oser exprimer son expérience du lieu et se l'approprier et exprimer son point de vue. Donc nous sommes bien dans une prise de position active des étudiants. Il y a eu un autre petite hésitation qui pourrait compliquer cela, c'est que les étudiants avaient également parfois des peurs que leurs propres écrits littéraires soient jugés indignes, autant que leur point de vue pour être exprimés, qu'ils étaient indignes d'intérêt. Pour cela, nous avons à chaque fois procédé à la lecture de textes en cours devant l'ensemble de la classe pour donner une légitimité, une voix à chacun. Donc, ça a permis également des confrontations de points de vue, des découvertes du point de vue de l'autre avec des différences qui ont souvent interpellé. Également, des hésitations. Pas tous les étudiants ne veulent voir leur travail publié, d'où le choix également d'une plateforme fermée. Alors, juste pour clôturer rapidement, je vous présente 3 petites variantes de contributions. Là, nous avons l'Observatoire photographique du Pays Voironnais, qui a ces très très jolis boutons « Je contribue » point d'exclamation pour vraiment essayer d'inciter. Cependant, à ce jour, il n'y a aucune contribution. Toutes celles qui sont dans l'onglet « Toute contribution » sont présentées par le Pays Voironnais lui-même. Et pourtant, l'appel est à une multitude de supports. Donc, nous voyons vraiment là la sortie de la seule image, l'apport d'autres médias pour enrichir. Ici, nous sommes sur l'Observatoire photographique du GR 2013. Peut-être la solution est simplement de sortir de l'institutionnel. En effet, là, c'est un observatoire qui a été organisé par 2 photographes au cours de l'événement Marseille-Provence 2013, capitale de la culture. Et donc, ils avaient un bureau en présence sur Marseille où les passants pouvaient venir adopter un paysage et s'engager sur 10 ans à faire de la reconduction photographique. Donc, bien sûr, c'est un engagement fort, c'est une communauté qui a besoin de se pérenniser dans le temps. Et nous avons quelque chose de très intéressant qui ressort, puisque nous avons une certaine fierté des adoptants qui va être exposée, qui va être montrée. Alors, bien sûr, la reconnaissance sur le site internet, mais également au cours de l'exposition dont j'ai déjà parlé à la BNF, avec la vidéo « Parole d'adoptants », que vous pouvez toujours retrouver aujourd'hui sur YouTube et qui a été transcrite pour être publiée dans une revue scientifique. Donc, vraiment quelque chose, un statut spécial qui est accordé à ces citoyens. Donc, leur propre mot, c'est qu'ils sont très fiers de pouvoir adopter un paysage, de représenter et soutenir la valeur de leur patrimoine paysager, urbain et naturel, et qu'ils se perçoivent comme des passeurs de témoignages sur le paysage, c'est-à-dire pas tout à fait artistes, mais participant à une œuvre collective.
les deux initiateurs du projet souhaitent bien sûr continuer à exposer et à travailler pour construire une légitimité commune sur cette œuvre. Et enfin, tout dernier, et je finis, In Situ, qui était une application jeu qui a été portée par le collectif d'artistes Laboratoire Paysage In Situ. L'idée étant de prendre les peintures de paysages des musées isérois et de créer un jeu de faussaires, c'est-à-dire les participants sont appelés à retrouver l'emplacement d'où le paysage a été photographié la première fois ou peint la première fois et de le reproduire, donc se mettre sur un pied d'égalité entre lui et l'artiste original. Et nous avons quelque chose de très ludique, de très transgressif, et les musées ont joué le jeu puisqu'ils ont créé une exposition temporaire avec ces reconductions. Il y a même eu une toile qui a été identifiée comme étant mal baptisée et a été rebaptisée. Donc un vrai statut de producteur de connaissances qui est reconnu. La bonne nouvelle de la semaine dernière, pour finir, dans la pérennité et la reconnaissance, c'est que nous avons eu une lecture des textes produits par les étudiants, en Zoom évidemment, avec les directeurs des CIE 73-74. Ils ont été très intéressés par ce qui est produit, ils ont eu des retours très très positifs, ce qui a été très enthousiasmant bien sûr pour les étudiants. Et nous avons fini cet atelier de lecture avec une proposition, une main tendue par les CIE de publier les textes pour les étudiants qui le souhaitent. Sous quelle forme, dans quelle section, avec quel intitulé, cela reste à définir, mais les publier sur les sites des CIE, donc leur offrir une certaine reconnaissance en tant qu'amateur, producteur de représentation du paysage. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir trop dépassé. Merci beaucoup, Svenja. Donc, je vous remercie, merci à tous pour vos interventions qui se complètent les unes les autres, je pense, qui invitent à la fois à prendre en compte cette dichotomie qui existe dans l'injonction à la participation entre à la fois des valeurs de marketing et de communication et une démarche qui peut être porteuse de contribution à travers différentes pistes que vous proposez. Il y a eu, donc je vais passer assez rapidement, il nous reste un quart d'heure pour les questions, donc aux questions qui ont été posées pendant vos interventions en direct. Donc tout d'abord, une question de Sandrine Bubendorf à Sébastien Appiotti, qui nous demande, pouvez-vous nous en dire plus sur l'appropriation de ces dispositifs par les visiteurs? On va peut-être faire des réponses assez courtes. Oui. Questions. Voilà. Mais donc, promis, voilà. Promis, je ferai très court. Alors, effectivement, le format de 15 minutes permet après de compléter, évidemment, pendant les questions. Du coup, la réponse que je pourrais apporter sera assez complémentaire, je pense, de ce qui a été proposé par Nicolas Navarro et Lise Renaud en termes de figuration du dispositif et évidemment d'appropriation, de grammaire de reconnaissance et éventuellement de contre-figuration. Alors, si je reprends l'exemple que j'ai cité pour Seydou Keita, du point de vue de l'institution et de son affichage, effectivement, le nombre important de participations, notamment sur Instagram, a été mis en avant sur le rapport d'activité 2016 de la RMN Grand Palais. Donc, à première vue, on peut se dire mission réussie, tant en termes de prise de vue que de partage. Ce qu'on observe du coup, ce que j'ai pu observer néanmoins, c'est qu'il y a vraiment, pour le coup, un décalage entre effectivement les prises de vue qui sont faites et les contre-figurations proposées par les publics, notamment en termes de non-partage en fait, de ces images ou de les garder pour soi. Deuxièmement, il y a, pour rebondir sur les applications mobiles, donc j'ai parlé très rapidement des applications dites participatives du Grand Palais, où là, en tout cas, le décalage est encore plus flagrant, puisqu'en fait, ces applications-là, même si elles sont téléchargées, ne sont pas forcément suivies d'effets en termes de partage sur les réseaux sociaux, et notamment celles où on peut, entre guillemets, suivre les traces de la participation, donc a priori Twitter et Instagram. Voilà, je clôt ma réponse. Merci beaucoup Sébastien. J'en profite pour poser une deuxième question qui a été posée par Anouk Jordan, qui vous remercie pour votre intervention et vous demande, pensez-vous que les institutions culturelles subissent aussi une injonction à la participation au sens où elles se doivent de faire participer les usagers?
par conformisme, par obligation dans le domaine des relations publiques pour répondre aux exigences des subventionneurs ou autres? Alors, là aussi, je vais apporter une réponse tirée un peu à la normande et qui va venir justement compléter la conclusion de Nicolas Navarro sur le fait de dépasser une vision, je dirais, très binaire de la participation. Il y a effectivement des injonctions, et la question d'Anouk Jordan le rappelle, qui viennent effectivement des tutelles, qu'on peut appeler des injonctions de type top-down, donc effectivement de la tutelle, en termes d'affichage politique, dans un contexte aussi où il y a énormément de discours circulants sur la participation, que ce soit dans les médias politiques. On peut prendre l'exemple notamment autre exemple des budgets participatifs, où on voit une espèce d'inflation, effectivement, et accolée à une stratégie de communication et d'affichage de la part des collectivités territoriales. Donc ça, c'est un premier point. Je dirais la manière de le nuancer, c'est aussi de prendre en compte, et encore une fois, c'était proposé par l'intervention de Nicolas et de Lise, la culture professionnelle. Alors certes, des startups, des prestataires de ces institutions, mais aussi des agents professionnels eux-mêmes, qui peuvent être aussi vecteurs d'injonction. Alors là, ce ne sera pas top-down, ce sera bottom-up, c'est-à-dire auprès de leur hiérarchie, de vecteurs eux-mêmes de changement, et voilà, en ayant des prétentions du coup à ce qu'en tout cas la démarche participative ou la culture participative soit plus ancrée dans l'institution. Il y a une thèse, notamment de Noémie Couillard, sur les community managers d'institutions culturelles et patrimoniales, qui le montre assez bien, en fait, sur le fait que cette culture-là peut venir des agents eux-mêmes et ne serait pas forcément liée à une institution qui subirait. Voilà. Les deux types d'injonctions, en fait, peuvent cohabiter. Et en tout cas, ça permet de nuancer fortement voilà, cette vision d'une institution culturelle écrasée par le poids des injonctions. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais prendre les questions dans l'ordre où elles ont été posées, donc ça suit un peu l'ordre des interventions. Donc j'ai une question de Jean-Olivier Gransart-Desmonts qui demande donc à Antonin Segault, avez-vous des retours sur les âges des participants à Wikimedia avec des différences entre les années? Voilà, c'est une première question et je me permets d'en glisser une. Antonin également, est-ce que tu observes un lien entre... bon, déjà, peut-être la première question, pour ne pas mélanger les deux, sera peut-être plus simple. Donc déjà sur les âges des participants, puis je vais te poser ma seconde question ensuite. La réponse est simple, la réponse est je ne sais pas. On sait que la distribution de la démographie pour Wikimedia dans son ensemble n'est pas uniforme, ni en termes d'âge, ni en termes de genre, ni en termes de catégories socio-professionnelles. Donc on a des idées sur à peu près la forme que ça a sur Wikimedia dans son ensemble, sur Wikipédia. Sur Wikimedia Commons, à ma connaissance, il n'y a pas d'études particulières et encore moins sur le concours. Mais je serais ravi si quelqu'un pouvait me dire que j'ai tort et qu'il y ait une étude parce que ça m'intéresserait beaucoup. Voilà. D'accord, merci. Et moi, ma question en fait portait sur est-ce que les contributeurs nouveaux entrants que tu identifies qui sont amenés à s'inscrire sur la plateforme par ces nouveaux projets, ces jeux qui sont proposés, ces concours, est-ce que donc ils entrent via les concours de Wikimedia Commons? Est-ce qu'ils développent ensuite d'autres formes de participation sur d'autres projets que je vais appeler plus spécifiques de la Wikimedia Foundation? Par exemple, le Wiktionnaire, Wikidata, de manière transverse, ou est-ce qu'il reste finalement dans cet espace J'ai pas regardé ces choses-là. Je suis resté vraiment sur les données de Commons, mais je pense que ce serait intéressant de regarder du côté des trajectoires. Ce qui semble évident, c'est qu'il y a une forte déperdition, c'est-à-dire des gens qui rentrent pour le concours et qui s'arrêtent après le concours. Il y en a quelques-uns qui vont commencer des carrières sur Wikimedia Commons, mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'ensuite ils rebondissent vers les autres projets. C'est une bonne idée. Merci, Antoine. Donc, je vais continuer justement avec une question d'Antonin Segault à Lise Renaud et Nicolas Navarro. Est-ce que ce sont toujours des startups qui développent les applications que vous avez présentées, jamais les institutions en interne ou avec le soutien d'acteurs publics?
et quel impact ça peut avoir. Tu veux que je réponde, Nicolas, ou pas? Oui, peu importe. Je t'entends pas, du coup. Commence, puis je complète au besoin. Oui, ça marche. Du coup, en fait, dans le corpus, en tous les cas, il y a à chaque fois en fait une agence de développement qui est présente, donc de type, voilà, agence numérique, en fait, par moment même plusieurs. Et par contre, dans le cas, il y a en fait dans le corpus notamment l'application Vichy 3945 où en fait la designeuse est la sœur de l'historienne qui a développé le contenu, etc. Donc on a en fait des agencements en fait assez particuliers. Par contre, ce qu'on peut voir pour avoir, enfin en tous les cas dans le cadre de l'Histopad, qui est un projet qu'on a travaillé de façon vraiment plus approfondie en études de réception, etc. aussi au niveau du développement des acteurs. Là, on a à la fois Startup, enfin voilà, Histovery, agence numérique. On a la ville Avignon qui est commanditaire à travers Avignon Tourisme. La conservation qui est associée sur la partie contenu, mais vraiment qui est pas, qui fournit le contenu en fait, mais qui voilà, s'occupe pas du tout de la. Et puis même en fait la French Tech qui va être ce qu'on appelle entremetteur ou accélérateur. Donc on a des agencements en fait qui sont très différents. Par contre, dans le corpus, c'est vrai qu'on n'a pas fait le choix de structure où c'est vraiment, par exemple, quand on pense de la même façon, même CMN, on aurait pu penser Centre des monuments nationaux, les applis du CMN, dans lequel on part sur une usine à applis, donc c'est-à-dire on a un type CMS déjà préagencé et chaque en fait institution va se saisir en fait de l'ossature pour alimenter les contenus. Donc là, on serait avec peut-être une dimension peut-être plus forte de l'institution, mais il y a quand même toujours cette partie développement technique qui échappe un peu à l'institution et qui en fait est un espace. Moi, je l'analyse comme ça, peut-être Nico. Voilà, tu diras comment tu le vois, mais du coup, c'est vraiment l'espace en fait de pouvoir en fait qui se joue au niveau du développement de l'application. Comment on va prendre la main sur cette compétence en fait en termes de développement. Après, le contenu est généralement laissé à des spécialistes. Il y a ça qui est très important dans l'appli de visite par rapport à de l'appli autre. L'expertise en fait du contenu, c'est-à-dire soit un comité scientifique, soit quelqu'un qui a qui est reconnu institutionnellement, va être vraiment le garant en fait de la scientificité en fait du contenu. Et ça, par contre, dans le cas des applis de visite, c'est une partie qui est plus spécifique en termes de champ. Je t'en prie, Nico. C'est très bon. Passons à la suivante. Bien joué. D'ailleurs, il y a une deuxième question qui vient d'arriver, qui vous est adressée. Alors, c'est une question de mode, mais je ne vois pas le nom de famille. WMFR. Que recommandez-vous entre les plateformes SaaS et les applications mobiles? Alors, une recommandation pour la médiation numérique des institutions culturelles. Est-ce que vous avez des recommandations de manière générale? Alors, moi, je ne comprends pas la question. Oui, pareil, les plateformes SaaS. Ouais. Ça dépend un peu des projets. Je ne sais pas, c'est une question très... Alors, je vous la relis telle qu'elle est arrivée, mais je ne sais pas si on peut donner la parole. Il me semble que non. Hein. Lucas, tu me confirmes? Peut-être il y aurait besoin de préciser un peu la question. Que recommandez-vous entre les plateformes SaaS et les applications mobiles pour la médiation numérique des institutions culturelles? Est-ce qu'on peut faire une recommandation générique? Alors, je peux effectivement donner la parole à Maud, si Maud souhaite parler. Préciser sa question? Oui. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, super. Oui, donc bonjour, je m'appelle Maud-Sophie Lexia, donc je travaille justement chez Wikimedia France, c'est pour ça que j'ai mis WMFR pour plus de précision. Et donc je suis une ancienne étudiante justement en master à la Sorbonne Nouvelle en médiation culturelle et j'ai eu l'occasion de travailler notamment avec une start-up qui s'appelle Les Découvreurs, qui hésitait entre justement faire soit une application mobile pour développer en fait sa médiation numérique, soit justement développer donc ce qui est appelé en fait une plateforme SaaS, donc Software as a Service, qui est davantage à destination en fait de la médiation pour les institutions culturelles et qui s'occupe à la fois en fait de créer de la médiation de simplifier en fait le schéma de médiation culturelle pour les institutions,
à la fois développer des outils de gestion, de suivi et de CRM, donc de gestion de la relation, on va dire, un peu plus vers le client, entre guillemets, ou du moins le visiteur, et de simplifier en fait toute cette gestion pour mieux optimiser ensuite tout ce qui est de la médiation culturelle, mais propre vraiment aux institutions, alors que les applications sont davantage à destination directe du grand public. Et je ne sais pas si, au vu des enjeux actuels, notamment que ce soit au travers du cas de la crise du Covid ou autre, ce qui est plus intelligent ou ce qui est plus utile, on va dire, pour les institutions, entre soit faire justement une gestion en interne et en amont via des plateformes SaaS, donc Software as a Service, donc intégrées comme outil de leur côté, ou plutôt directement développer l'application mobile, quitte à ce qu'elle soit parfois un peu bancale à ses débuts. Je ne sais pas si c'est plus clair. J'y verrai aussi, Nico. Tu me dis, je t'en prie. Hein. Ouais, donc je vois mieux en fait. Peut-être pour aller dans votre sens, là, pour travailler depuis un certain temps sur les applis de visite, etc., avec Nicolas, ce qu'on peut constater en fait en termes pratiques au sein des institutions, c'est qu'il y a trop peu de réflexion en fait sur justement au niveau des médiateurs, c'est-à-dire comment ils intègrent par exemple les applis de visite dans leurs visites, etc. Et que finalement, très souvent on pense soit direct usager en fait, enfin public on va dire, et donc notamment, là il y avait eu un mémoire en fait qui s'est fait à Avignon sur cette question de comment dans la mise en place des outils de médiation numérique est intégré ou pas les médiateurs, sont intégrés ou pas les médiateurs. Et en fait, quand les médiateurs sont intégrés à la phase de développement en conception, on voit qu'ils arrivent davantage en fait à se saisir après de ce type d'outils de médiation, au niveau des visiteurs. Donc ça, c'est pour un premier retour sur la place des médiateurs en fait, qui sont souvent oubliés en fait dans la conception des outils d'application mobile de visite, parce que c'est pensé en fait en concurrence très souvent, que ce soit même les visiteurs, hein, même dans les enquêtes de public vont dire c'est soit alors l'outil de médiation, c'est mieux qu'un guide humain, ou à l'inverse, je préfère le guide humain. C'est souvent pensé en fait en concurrence. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que c'est un élément à prendre en considération. Après, au niveau des applications mobiles, ce qu'on appelle médiation numérique, là, Nico peut-être pourra revenir sur cette expression-là, qui regroupe un peu tout et n'importe quoi comme type justement de dispositif. C'est finalement, nous, ce qu'on a pu constater, en tous les cas, je peux faire un retour usage sur l'Histopad, c'est que, d'une part, les visiteurs sont assez contents d'un point de vue du contenu de la reconstitution 3D. Il y a une appréciation, en fait, quand même, de ce type de contenu, mais il n'y a pas forcément d'intérêt à la mobilité, c'est-à-dire qu'en gros, est très peu réfléchi le fait que ce dispositif soit transportable et portable. Qu'est-ce que ça apporte en fait de l'avoir avec soi pendant la visite? Ça pourrait très bien être fait sur du fixe. Après, il y a une certaine lassitude, et puis moi, pour bosser sur les applis, il y en a beaucoup qui ne sont pas utilisés du tout, quoi. On est quand même dans une économie un peu du tube et du catalogue, c'est-à-dire qu'il y a une grosse production pour très peu en fait d'applis qui sont suivies d'usage. Et ce que constatait Antonin sur l'effet top flop, c'est-à-dire ça part très fort, et du coup il y a vraiment la question du téléchargement, comment on incite en fait à aller mettre l'appli sur le téléphone. Voilà. En tous les cas, ce que je pourrais mettre. Ouais. Nico, je t'en prie, je suis déjà trop longue. Non, c'est difficile de répondre en règle générale, pour les institutions. En fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a cette idée que les applications, en tout cas, ça fait partie des idées qui circulent, c'est que ça remplacerait tout et ce serait un outil un peu qui permet de tout faire à la fois. Alors que dans l'usage, c'est rarement le cas, et c'est même pas du tout le cas, notamment quand on fait des enquêtes de public, on se rend compte beaucoup de ça. Et donc, en fait, quel est le projet derrière, le projet de médiation porté par l'institution, et c'est celui-là qui dicte sans doute l'intérêt après de l'outil, en tout cas qui devrait dicter l'intérêt de l'outil, sachant que parfois le projet il vient d'ailleurs et que c'est pas le projet de médiation qui porte finalement le projet de l'application ou le projet de l'outil en tant que tel, mais c'est des projets politiques, c'est des projets autres en fait.
Et c'est ces éléments-là qu'il faut, en tout cas que nous, on essaye de détricoter pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand ces outils-là se développent. Voilà, pour faire vite. Merci beaucoup. Je vais terminer avec quelques questions pour Svenja Jarmuszewski. Alors, à la fois des questions concernant, donc une question de Jean-Olivier Gransart-Desmonts sur la difficulté à contribuer. Alors, il demande, cette difficulté à contribuer n'est-elle pas issue parmi d'autres raisons que notre système éducatif n'incite pas à la participation citoyenne? Au sein d'Archéotopia, nous avons déjà eu des retours comme quoi il ne fallait pas poser de questions par des enfants de 7 ans parce que la maîtresse ne voulait pas. Ce retour n'est pas anecdotique, il revient régulièrement. Peut-être on pourra faire préciser également. Et la deuxième question, ça concerne le lien entre ces plateformes et les réseaux sociaux. Alors, une question de Marie Cambonne qui demande l'OPP de Savoie ou la plateforme du Pays Voironnais ont-ils en parallèle des comptes sur les médias sociaux? Car dans le cas du Pays Voironnais, il existe de nombreux groupes de passionnés de photographie portés par des individus. Par exemple, Voiron, Ma Ville J'adore. Ce groupe est par exemple présent sur Facebook. Et concernant l'OPP, s'il y a des comptes sur les médias sociaux, y observe-t-on plus de participation? Donc à la fois sur un peu une explication de cette difficulté à contribuer et puis peut-être un élargissement avec le lien avec les plateformes du web social pour générer la participation. J'ai regroupé les questions, alors ça fait peut-être... Oui. Non, alors pour la toute première contribution sur l'éducation et son rôle dans la participation citoyenne, certainement par rapport à des retours comme ça, il y a un problème. Après, je ne me suis pas plus penchée sur cette question-là. Il est vrai que l'idée de l'atelier pour des étudiants, c'était aussi pour les pousser à avoir un positionnement citoyen et à se questionner par rapport à leur cadre de vie qui est parfois simplement subi. Donc, oui, certainement, il y a des questions à poser, mais je ne pense pas être la mieux placée pour y répondre. Ensuite, pour la question de Madame Cambonne, alors, ce sont les institutions qui portent les observatoires photographiques qui ont des comptes Facebook, autant pour le Pays d'art et d'histoire Voironnais que pour le CIE, les deux CIE. Celui qui se détache un peu plus, c'est le CIE de Haute-Savoie, puisqu'il a un Instagram aussi, et que sur l'Instagram, ils utilisent notamment les images des observatoires photographiques et avec parfois des mises en scène assez intéressantes. Cependant, ce sont des Facebook institutionnels. Quand il y a 10 interactions, likes, partages, ce qu'on veut, c'est souvent un plafond de ce que j'ai vu. Et les observatoires ne sont pas spécialement mis en avant, ce sont un élément dans l'ensemble des publications. Voilà, la réponse la plus concise que je puisse vous présenter. Et donc, oui, par rapport à Voiron, effectivement, pour avoir échangé avec les décideurs au Pays d'art et d'histoire, ils veulent absolument travailler avec les associations de photographie pour faire des campagnes et des ateliers, quelque chose. Mais tout cela prend du temps pour être mis en place et pour être formalisé et formulé. Donc actuellement, il n'y a pas encore de débouché visible. Désolée, je parlais, je n'avais pas activé mon micro. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, une toute dernière question très rapidement parce qu'on a déjà dépassé le temps. Je pense qu'elle s'adresse à Svenja, mais bon, vous pouvez répondre. C'est comment situez-vous la question de la propriété des images dans le processus participatif, partagé ou réservé? C'est une question de Michel F. Voilà, et puis on terminera sur cette question pour la session 1. Rapidement, en général, les images restent la propriété de l'institution et souvent, il y a dans les CGV, par exemple pour Institut, une cession de droit qui est prévue par rapport à l'utilisation que l'institution peut en faire. Donc, on garde la propriété intellectuelle classique, mais on cède les droits d'utilisation libres.
Merci beaucoup. On a déjà un tout petit peu dépassé, donc je pense qu'on va clore la première session. Je vous remercie à tous pour votre participation, pour ce temps d'échange et également pour les personnes qui ont posé des questions. Voilà, on va marquer une pause et ça reprendra à 11 h avec l'intervention de Laurent Salard. Merci à tous. Oui. On reprend à 11h30 sous l'autre lien. On va ouvrir l'autre lien. Si il y a d'autres questions qui sont dans la chat, les intervenants peuvent répondre s'ils les souhaitent. D'accord. Au revoir. Mais pardon, l'interruption, Cécile. Très bien, merci. Merci à tous.